Un baron veuf trouve une jeune femme blessée devant son manoir et décide de s'occuper d'elle en secret. C'est l'histoire que vous allez entendre aujourd'hui et je vous garantis qu'elle vous émouvra d'une manière inattendue. Imaginez la scène. Une aube glaciale dans la campagne bourguignonne, un brouillard couvrant les vignobles et là, affalée sur les marches en pierre d'un manoir centenaire, une jeune femme inconsciente portant des marques de violence sur le visage et les mains. Personne ne sait qui elle est, personne n'a vu d'où elle venait, et l'homme qui la découvre porte sur ses épaules un deuil si lourd que depuis des années, il ne permet à personne de franchir le portail de sa propriété. Que va-t-il faire? Pourquoi décide-t-il de la protéger? Et surtout, qui est cette femme apparue comme si elle avait été portée par la nuit elle-même? Mais avant de poursuivre, vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne et indiquez dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo. La ville de Beaune-les-Prés s'éveillait doucement en ce matin de juin 1928. Le froid mordait la peau et la brume descendait des collines comme un linceul gris qui recouvrait tout. Les rues pavées, les maisons coloniales, la petite église en haut de la place. C'était une petite ville, de celles où tout le monde connaît tout le monde, où les secrets ne durent pas longtemps et les nouvelles courent plus vite que le vent. En haut de la colline la plus éloignée, entourée de vignobles et de bois touffus, se tenait le manoir Saint-Antoine. L'imposante bâtisse, avec ses murs blancs écaillés et ses fenêtres en bois sombre, avait déjà plus de 100 ans. Ses jardins, jadis impeccables, poussaient désormais sans contrôle. Les cognassiers donnaient des fruits qui pourrissaient sur le sol. Le portail en fer rouillé grinçait au vent comme une lamentation. Là vivait le baron Henri Dupont-Dubois, un homme de 43 ans qui portait sa solitude comme un poids sur le cœur. Grand, mince, les cheveux sombres, avec des mèches d'argent aux tempes. Il était connu en ville comme quelqu'un qui avait été gentil, généreux, ouvert, mais c'était avant de perdre sa femme Clarisse, lors de l'accouchement de leur fils, qui n'avait pas survécu non plus. Cela s'était produit 7 ans auparavant et depuis lors, le baron vivait reclus. Henri se leva à 5 heures du matin, comme toujours. Il enfila son pantalon de lin foncé, sa chemise blanche à manches longues, ses bretelles en cuir usées. Il n'y avait pas de domestiques résidant au manoir. Il les avait tous renvoyés après la mort de Clarisse. Il acceptait seulement que 2 femmes de la ville s'y rendent 3 fois par semaine pour nettoyer, laver le linge et préparer les repas. À part cela, il vivait seul. Il prépara du café dans l'immense et silencieuse cuisine. L'odeur forte emplit la pièce. Il but tout d'un trait, se brûlant la langue. Il prit la lampe à pétrole, car l'électricité n'était pas encore arrivée dans cette partie de la propriété, et se rendit sur la véranda avant pour observer le lever du jour. C'est alors qu'il vit une silhouette sombre, recroquevillée sur les marches en pierre, menant à la porte principale. Au début, il pensa que c'était un animal, mais en s'approchant, la lampe levée, son cœur s'emballa. C'était une jeune femme, allongée sur le côté, les genoux repliés contre sa poitrine, les bras tentant de protéger son visage. Elle portait une simple robe déchirée au niveau de la manche. Ses pieds nus étaient couverts de terre et de sang. Ses cheveux châtains, longs et emmêlés, couvraient une partie de son visage. Henri resta paralysé un instant, la lampe tremblant dans sa main. Puis il s'agenouilla à ses côtés et toucha son épaule avec précaution. Elle ne réagit pas. Il approcha sa main de son nez et sentit une respiration faible mais régulière. Elle était vivante. Elle avait une coupure profonde au front, la lèvre inférieure fendue, des marques violacées au cou. Ses mains étaient éraflées comme si elle s'était battue. Il regarda autour de lui. Rien. Aucune trace, aucun son à part le vent dans les arbres et le chant lointain d'un coq. Comment était-elle arrivée là? Qui l'avait blessée de la sorte? Henri n'était pas homme à hésiter, il glissa ses bras sous son corps et la souleva avec précaution. Elle était légère, presque fragile. Sa tête tomba sur le côté, s'appuyant involontairement sur son épaule. Il la porta à l'intérieur. Henri monta les escaliers en bois qui grincèrent sous ses pas, et emmena la jeune femme dans l'une des chambres du premier étage. C'était une pièce qui n'avait pas été utilisée depuis des années.
avec un lit en fer recouvert de draps blancs, rangés dans des coffres en cèdre. Les rideaux étaient fermés, et l'odeur était celle d'une pièce close, mais c'était propre tout de même. Il la déposa délicatement sur le matelas et alluma 2 bougies supplémentaires sur la table de chevet. La faible lumière éclaira son visage. Elle ne devait pas avoir plus de 25 ans. Ses traits étaient délicats, ses cils longs, sa peau claire, mais souillée de terre et de sueur. Henri descendit à la cuisine et revint avec une bassine d'eau tiède, des linges propres et de l'iode, des bandages. Il avait appris un peu de premiers secours durant sa jeunesse, lorsqu'il travaillait dans les fermes familiales avant d'hériter du titre de baron. Il n'était pas médecin, mais connaissait les bases. Il s'assit au bord du lit et commença à nettoyer son visage par des mouvements lents et précautionneux. Il retira la terre, le sang séché, la coupure au front était vilaine, mais pas aussi profonde qu'il n'y paraissait. Il appliqua de l'iode et elle gémit doucement, mais ne se réveilla pas. Puis, il nettoya ses mains. Ses ongles étaient cassés. Il y avait des éraflures aux poignets. Henri fronça les sourcils. Cela n'avait pas été un accident. Quelqu'un lui avait fait ça. Il la couvrit d'une couverture de laine et resta assis là, à côté du lit, l'observant respirer. La lumière du matin commençait à filtrer par les fentes des rideaux. Il ne savait que faire. Devait-il appeler quelqu'un, le gendarme, le médecin de la ville, mais quelque chose en lui disait non. Quelque chose qu'il ne savait expliquer. Peut-être était-ce la façon dont elle était recroquevillée sur ses marches, comme si le monde entier lui avait tourné le dos. Peut-être était-ce parce qu'il comprenait ce que c'était que d'être abandonné, seul, sans nulle part où aller. Il décida d'attendre au moins qu'elle se réveille et raconte ce qui s'était passé. Henri passa le reste de la journée au manoir, toujours à proximité, changea les compresses, vérifia la fièvre qui commença à monter en fin d'après-midi, prépara le bouillon de volaille, mais elle ne se réveilla pas pour le prendre. La nuit tomba et il traîna un vieux fauteuil dans la chambre et y dormit, le corps tordu et la conscience inquiète. À l'aube, elle bougea. Henri se réveilla instantanément, se leva et s'approcha du lit. La jeune femme ouvrit lentement les yeux, confuse, effrayée. Elle regarda autour d'elle sans comprendre où elle se trouvait. Quand elle vit Henri, tout son corps se raidit et elle tenta de s'écarter mais gémit de douleur. « Calme, dit-il d'une voix basse et ferme. Vous êtes en sécurité. Personne ne vous fera de mal ici. » Elle le fixa, les yeux écarquillés, la respiration rapide, comme un animal acculé. Henri recula d'un pas, montrant ses mains vides. « Je vous ai trouvé évanoui à l'entrée de ma maison. Vous étiez blessé. J'ai seulement soigné vos blessures. Rien de plus. » Elle continua de le regarder sans rien dire. Puis, ses yeux se remplirent de larmes, et elle tourna le visage sur le côté, comme si elle ne supportait pas d'être vue. Henri attendit. Il ne força rien, se contenta de tirer le fauteuil et de s'asseoir de nouveau, gardant ses distances. « Mon nom est Henri, dit-il. C'est le manoir Saint-Antoine. Nous sommes aux environs de Beaune-les-Prés, en campagne bourguignonne. Savez-vous où vous êtes ?» Elle ne répondit pas. « Connaissez-vous votre nom ?» Silence. Henri soupira. « D'accord. Vous n'avez pas besoin de parler maintenant, mais vous devez manger quelque chose. Je vais chercher du bouillon. Il est chaud, cela vous fera du bien. » Il descendit à la cuisine, réchauffa le bouillon qu'il avait préparé et revint avec une tasse en porcelaine. Il la posa sur la table de chevet et retourna à son fauteuil. La jeune femme regarda la tasse, puis lui. « Vous pouvez boire, dit Henri. Il n'y a rien de mal. » Elle hésita, mais la faim dut être plus forte. Elle tendit une main tremblante, prit la tasse et but de petites gorgées. Elle ferma les yeux et une larme coula sur son visage. Henri détourna le regard, lui accordant de l'intimité. Quand elle eut fini, elle remit la tasse en place et se recroquevilla sous la couverture. « Merci, » murmura-t-elle. Sa voix était rauque, faible, mais claire. Henri hocha la tête. « De rien. » Et ainsi commença.
Les jours suivants furent marqués par un silence lourd et plein de signification. Henri maintenait sa routine. Il se levait tôt, préparait le café, montait avec de la nourriture pour la jeune femme 3 fois par jour. Elle mangeait peu, parlait encore moins. Il n'insistait pas, se contentait de laisser le plateau, changeait les bandages si nécessaire et repartait. Elle n'avait pas dit son nom. Henri ne demanda pas de nouveau, se contentant de l'appeler mademoiselle quand il avait besoin de lui parler. Elle acceptait sans contester. Le 3e jour, elle réussit à s'asseoir sur le lit sans aide. Le 5e, elle se leva et marcha jusqu'à la fenêtre, observant les vignobles qui s'étendaient jusqu'à l'horizon. Henri la vit de loin, debout à la porte de la chambre, mais n'entra pas. Elle avait besoin d'espace. Le 7e jour, elle parla. Henri était en train de changer l'eau de la bassine quand il entendit sa voix, basse mais ferme. « Pourquoi faites-vous cela ?» Il s'arrêta, se tourna lentement. Elle était assise sur le lit, les jambes croisées, la couverture sur les épaules, le visage portait encore des marques, mais les hématomes jaunissaient. La coupure au front commençait à cicatriser. « Faire quoi ?» demanda-t-il. « Vous cacher, vous nourrir, prendre soin de moi ?» Elle le fixa. « Vous ne savez même pas qui je suis. » Henri posa la bassine par terre et s'assit dans le fauteuil, gardant la distance dont elle semblait avoir besoin. « Je ne sais pas, » admit-il, « mais je sais que vous étiez blessé et que personne ne mérite de rester étendu à terre, seul, en sang. Vous auriez dû me conduire à la gendarmerie ou à l'hôpital. » « Aurais-je dû ?» Elle détourna le regard. « Peut-être. Voulez-vous que je le fasse ?» Silence. « Non, » dit-elle finalement. Henri hocha la tête. « Alors je ne le ferai pas. » Elle se mordit la lèvre, hésitante. « Il me cherche peut-être. »« Qui ?» Elle ne répondit pas. Henri se pencha en avant, appuyant ses coudes sur ses genoux. « Écoutez, je ne vais pas vous forcer à parler, mais si vous avez peur de quelqu'un, si quelqu'un vous a blessé, vous pouvez rester ici aussi longtemps que nécessaire. Personne n'entre dans ce manoir sans ma permission, et je n'ai pas l'intention de dire à quiconque que vous êtes ici. »« Pourquoi ?» insista-t-elle. « Pourquoi vous en souciez-vous » Henri resta silencieux un long moment, puis se leva et marcha jusqu'à la fenêtre, regardant dehors. « Parce que je sais ce que c'est que d'être invisible. Je sais ce que c'est quand le monde décide que vous n'avez plus d'importance. » Elle observa son dos, sa posture rigide, le poids qu'il portait. « Vous avez perdu quelqu'un » dit-elle à voix basse. Henri ne se retourna pas. « Oui, j'ai perdu. Et vous croyez que me sauver ramènera cette personne ?» Il tourna le visage, la regardant par-dessus son épaule. « Non, mais peut-être que cela me rappellera que je suis encore humain. » Les mots restèrent suspendus dans l'air. Elle baissa la tête. « Ah, mon nom est Hélène. » Henri se retourna complètement. « Hélène, » répéta-t-il. Le nom sonna étrange dans sa bouche, après tant de temps sans prononcer un nom féminin avec tendresse. « Je n'ai pas de nom de famille, » continua-t-elle. « Ou plutôt, j'en ai un, mais je ne l'utilise plus. Je ne veux pas l'utiliser. »« D'accord. J'ai fui, » dit-elle, et sa voix trembla. « J'ai fui un mariage. Mon père m'a promise à un homme que je ne voulais pas, un riche propriétaire terrien, plus âgé, violent. J'ai dit « non », il n'a pas accepté. La nuit précédant le mariage, il est venu chez moi, a essayé de me forcer, a dit que j'étais déjà à lui de toute façon. » Henri serra les poings. « J'ai résisté. » Hélène continua. « J'ai lutté, j'ai réussi à m'échapper. J'ai couru sur la route dans l'obscurité sans savoir où j'allais. Je suis tombé plusieurs fois. Je ne sais pas combien de temps j'ai marché. Je sais seulement que quand j'ai vu ce manoir éclairé au loin, j'ai cru que ce pouvait être un refuge. Et puis, je me suis évanoui. » Elle leva les yeux, et ils étaient pleins de larmes contenues. « Vous m'avez sauvé, et je n'ai aucun moyen de vous payer. » Henri retourna au fauteuil et s'assit. Il la regarda avec une gravité qui perçait au plus profond. « Vous ne me devez rien, Hélène. Absolument rien. » Elle essuya ses larmes du revers de la main. « Mais je ne peux pas rester ici pour toujours.
Vous n'avez pas besoin de décider cela maintenant. Et s'il vient me chercher? S'il vient, dit Henri avec un calme glacial, je m'en occuperai. Hélène le crut. Pour la première fois depuis longtemps, elle sentit qu'elle pourrait peut-être respirer. Au fil des jours, une routine silencieuse et étrangement confortable commença à se former à l'intérieur du manoir Saint-Antoine. Henri se levait toujours avant le lever du soleil, préparait le café dans la grande et vide cuisine, montait avec un plateau pour Hélène. Elle était déjà réveillée la plupart du temps, assise à la fenêtre, regardant les vignobles qui s'étendaient comme une mer verte sous la lumière dorée du matin. Il ne parlait pas beaucoup. Henri laissait le café, le pain beurré, parfois un fruit. Hélène remerciait d'un signe de tête. Il redescendait, mais peu à peu les mots commencèrent à apparaître. Petits, épars, mais sincères. « Le café est bon, disait-elle. Il vient du domaine. » Il répondait, « Planté ici même. Vous vous en occupez seul. J'ai quelques hommes qui viennent pendant les vendanges, mais oui, la plupart du temps, c'est moi seul. » Elle regardait autour d'elle, dans la chambre propre, le lit fait, les rideaux rapiécés. « Vous faites tout seul ici aussi. » J'ai 2 femmes qui viennent 3 fois par semaine, Madame Amélie et sa fille, Jeanne. Elles nettoient, lavent le linge, préparent les repas. Hélène se tendit. Elles viennent aujourd'hui? Non, seulement mercredi. Elle se détendit un peu, mais Henri le remarqua. Vous n'avez pas à vous inquiéter, elles ne montent jamais ici. Elles travaillent uniquement dans la cuisine et dans les zones du rez-de-chaussée, et même si elles montaient, je verrouillerais cette porte. Vous leur faites confiance? Henri réfléchit. Je leur fais confiance pour faire leur travail et partir. Elles ne posent pas de questions, c'est tout ce dont j'ai besoin. Hélène acquiesça, mais semblait toujours inquiète. Henri comprit qu'elle avait besoin de faire quelque chose. Rester enfermée dans cette chambre toute la journée commençait à l'étouffer. Alors, un après-midi, il monta avec une pile de livres sous le bras. « J'ai pensé que vous voudriez peut-être lire quelque chose, » dit-il, posant les livres sur la commode. « Ce sont des livres qui appartenaient à ma femme, des romans, de la poésie, quelques-uns d'histoire. Choisissez ce que vous voulez. » Hélène se leva et marcha jusqu'au livre. Elle passa les doigts sur les reliures usées, prit un exemplaire de Victor Hugo, un autre d'Honoré de Balzac. Elle aimait lire, dit Hélène, plus comme une affirmation que comme une question. Elle aimait beaucoup. Comment s'appelait-elle? Clarisse. Hélène serra le livre contre sa poitrine. Vous l'aimez encore? Henri ne détourna pas le regard. Je l'aimerai toujours. Elle acquiesça, respectant la douleur qu'il n'avait pas besoin d'expliquer. Merci pour les livres. Henri sortit, mais cette fois laissa la porte entr'ouverte. Une invitation silencieuse pour qu'elle sache qu'elle pouvait sortir si elle le souhaitait. Cette nuit-là, Hélène descendit les escaliers pour la première fois. Elle marcha lentement, pieds nus, se tenant à la rampe. La maison était silencieuse. Elle vit de la lumière provenant de la bibliothèque et s'y rendit. Henri était assis dans un fauteuil en cuir usé, lisant à la lumière d'une lampe. Il leva les yeux quand il la vit à la porte. « Vous n'arrivez pas à dormir ?» demanda-t-il. « Vous ne voulez pas de compagnie ?» Elle hésita, puis entra, s'assit dans l'autre fauteuil de l'autre côté de la table basse où la lampe reposait. Ils restèrent ainsi longtemps sans parler, se contentant d'exister dans le même espace, chacun perdu dans ses propres pensées, mais d'une certaine manière moins solitaire. « Vous lisez toutes les nuits ?» demanda-t-elle finalement. « La plupart d'entre elles, je ne dors pas très bien. Moi non plus. » Henri ferma le livre. « Cauchemar, souvenir, lequel est le pire ?» Il comprit. « Voulez-vous que je prépare du thé? La camomille aide un peu. J'accepte. » Henri alla à la cuisine et revint avec 2 tasses de thé chaud. Ils burent en silence, et pour la première fois depuis qu'Hélène s'était réveillée dans ce lit, elle ressentit quelque chose de semblable à la paix. Les jours suivants, cela devint une routine. Hélène descendait le soir, s'asseyait à la bibliothèque avec Henri. Parfois ils conversaient, parfois ils lisaient simplement dans un silence partagé. Il ne la pressait jamais, n'envahissait jamais son espace, et peu à peu, elle commença à s'ouvrir.
J'ai grandi dans une petite ferme près de Flavigny-sur-Ozerain, raconta-t-elle une nuit. Mon père avait quelques terres, mais n'était pas riche. Quand il est tombé malade, nous nous sommes endettés. C'est alors qu'apparut le colonel Auguste Bernard. Il proposa de tout payer. En échange, je l'épouserai. Et votre père a accepté. Il n'avait pas le choix, ou il croyait ne pas l'avoir. Et vous » Hélène serra la tasse entre ses mains. J'ai dit que je préférais mourir, mais personne ne m'a écouté. Henri se pencha en avant. Vous avez bien fait de fuir. Oui. Elle leva les yeux. Mon père doit être désespéré. Ma mère doit avoir honte. Et le colonel Bernard, il n'abandonnera pas facilement. Il sait où vous êtes? Non. J'ai couru à travers les bois. Je n'ai pas suivi la route. Je doute que quelqu'un m'ait vu. Alors vous êtes en sécurité ici. Hélène voulait croire, mais la peur habitait toujours ses os. Le mercredi arriva avec le chant des coqs et l'odeur de terre mouillée. Henri se réveilla plus tôt que d'habitude et monta jusqu'à la chambre d'Hélène avant même l'aube. Il frappa doucement à la porte. « Hélène, » aplatit la voix basse, « Madame Amélie et Jeanne vont arriver d'ici peu. Il est préférable que vous restiez ici et que vous ne fassiez pas de bruit. » Elle était déjà réveillée, assise sur le lit. « D'accord. Je vais verrouiller la porte de l'extérieur, juste par précaution. Je reviens dès qu'elles seront parties. » Hélène acquiesça. Henri verrouilla la porte, descendit les escaliers et commença à préparer la maison pour l'arrivée des deux femmes. Madame Amélie était une dame d'une 50aine d'années, petite, forte, avec des mains calleuses et un regard attentif. Jeanne, sa fille, avait environ 30 ans. Elle était mince et discrète, mais travaillait vite. Elles arrivèrent à 7 heures du matin, comme toujours, apportant des paniers de pain frais, de fromage et de légumes. « Bonjour, monsieur le baron » salua Madame Amélie avec respect. « Bonjour, Madame Amélie, Jeanne. » Elles entrèrent, posèrent les paniers dans la cuisine et commencèrent leur travail. Henri resta à la bibliothèque, faisant semblant de lire, mais en réalité attentif à tout bruit venant de l'étage. Tout se passait normalement. Madame Amélie lavait la vaisselle. Jeanne balayait le sol, mais alors, en milieu de matinée, de forts coups à la porte principale résonnèrent dans la maison. Henri se leva immédiatement, marcha jusqu'à la porte et l'ouvrit. De l'autre côté se tenait un homme grand, barbu, un chapeau de cuir, des vêtements d'équitation. À ses côtés, 2 hommes de main armés. « Bonjour », dit l'homme avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Je suis le colonel Auguste Bernard. Je cherche une jeune femme. Elle a fui ma propriété il y a quelques jours. Cheveux châtains, yeux clairs, très jolie. Par hasard, monsieur, auriez-vous vu quelqu'un comme ça par ici ?» Henri garda une expression neutre. « Non, je n'ai vu personne. » Le colonel regarda autour de lui, essayant de voir à l'intérieur de la maison. « Monsieur, vous vivez seul ici ?»« Oui. » « Grand manoir pour un seul homme. »« C'est mon manoir. » Le colonel fit un pas en avant, intimidant. « Écoutez, baron, avec tout le respect que je vous dois, cette jeune femme est ma fiancée. Elle a disparu la veille du mariage. Sa famille est désespérée. Si vous savez quelque chose, il est préférable de me le dire maintenant. » Henri ne recula pas. « J'ai dit que je n'ai vu personne, et maintenant, si vous me permettez, j'ai du travail à faire. » Le colonel grinça des dents. « Je repasserai par ici, et si je découvre que vous mentez, vous le regretterez. » « Bonne chance dans votre recherche, colonel. » Henri lui ferma la porte au nez. De l'intérieur, il respira profondément. Il entendit les chevaux s'éloigner. Il attendit d'être sûr qu'ils étaient partis, et ce n'est qu'alors qu'il monta les escaliers. Il déverrouilla la porte de la chambre d'Hélène, entra. Elle était appuyée contre le mur, pâle, tremblante. « C'était lui ?» demanda Henri. Elle acquiesça. « J'ai entendu sa voix d'en bas. » Henri ferma la porte derrière lui. « Il ne vous trouvera pas, je vous le promets. » Il n'abandonne jamais, Henri, jamais. Alors je devrais faire en sorte qu'il n'ait jamais de raison de revenir ici. Hélène le regarda, et il y avait de la peur dans ses yeux.
mais aussi autre chose, de la confiance, de l'espoir. « Pourquoi faites-vous cela ?» demanda-t-elle de nouveau. Henri s'approcha, mais garda une distance respectueuse. « Parce que vous ne méritez pas de vivre dans la peur. Personne ne le mérite. » Des larmes roulèrent sur le visage d'Hélène. « Je ne sais comment vous remercier. Ce n'est pas nécessaire. » Elle essuya ses larmes. « Si, c'est nécessaire, mais je ne sais pas comment. » Henri recula d'un pas. « Restez en vie, restez en sécurité, c'est tout ce dont j'ai besoin. » Et il sortit de la chambre, la laissant seule avec ses pensées. En bas, Madame Amélie observait tout depuis la fenêtre de la cuisine. Madame Amélie n'était pas femme à poser des questions, mais elle n'était pas aveugle non plus. Elle travaillait au manoir Saint-Antoine depuis 4 ans, peu après la mort de la baronne Clarisse. Elle connaissait les silences de cette maison, les grincements du plancher, les habitudes du baron Henri, et ce matin-là, quelque chose était différent. Elle avait entendu la conversation à la porte, avait vu la tension dans le corps du baron quand il avait fermé la porte après le départ de cet homme. Et plus important encore, elle avait remarqué quelque chose qui n'aurait pas dû être là. Une tasse de thé en plus dans l'évier, une qui n'était ni la sienne, ni celle de Jeanne, ni celle du baron. Elle était cachée derrière les autres, mais Madame Amélie avait des yeux entraînés. Quelqu'un d'autre était dans cette maison. Elle ne dit rien, se contenta de laver la tasse, de la ranger dans le placard et de poursuivre son travail comme si de rien n'était. Jeanne, qui était plus distraite, ne remarqua rien, mais Madame Amélie l'avait remarqué et décida de se taire. Pour l'instant. Quand elles eurent terminé leur travail, les 2 femmes prirent congé du baron et partirent par le chemin de terre qui menait à la ville. Le soleil était déjà haut et la chaleur commençait à se faire sentir. « Maman, » dit Jeanne tandis qu'elle marchait, « Monsieur le baron est différent, tu ne trouves pas ?»« Différent comment ? Je ne sais pas, mais attentif, et comme s'il cachait quelque chose. » Madame Amélie lança un regard d'avis à sa fille. « Ce ne sont pas nos affaires ce qu'il fait ou ne fait pas. Nous travaillons là-bas, nous sommes bien payés, et c'est tout. Ne nous mettons pas à inventer des histoires. » « Je n'invente rien, j'ai juste trouvé ça étrange. »« Eh bien, arrête de trouver. » Jeanne se tut, mais la curiosité restait vive dans ses yeux. Pendant ce temps, au manoir, Hélène descendait les escaliers avec précaution. Henri était dans la cuisine, préparant le déjeuner. Elle s'arrêta à la porte, l'observant. « Puis-je aider ?» proposa-t-elle. Henri se retourna, surpris. « Vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit. »« Je sais, mais je veux aider. Je suis fatigué de rester inactive. » Et il hésita, puis hocha la tête. « D'accord, vous pouvez couper ces pommes de terre. » Hélène prit le couteau et commença à éplucher les pommes de terre avec des mouvements incertains. Henri remarqua qu'elle savait ce qu'elle faisait. « Vous cuisiniez à la maison ?» demanda-t-il. « Oui, je cuisinais. Ma mère m'a appris. Elle disait que toute femme devait savoir se débrouiller. » « Votre mère était sage. » Hélène sourit légèrement, mais le sourire ne dura pas. « Elle doit être inquiète pour moi, peut-être. Mais elle doit aussi comprendre pourquoi vous avez fui. » « Je ne sais pas. Elle ne remettait jamais en question mon père. Elle faisait toujours ce qu'il ordonnait. » Henri remua les haricots sur le poêle à bois. « Il y a des gens qui apprennent à obéir parce qu'ils pensent qu'ils n'ont pas le choix, mais vous n'êtes pas comme ça. Je ne sais pas si c'est bon ou mauvais. C'est bon. Cela signifie que vous êtes maîtresse de vous-même. » Hélène arrêta de couper les pommes de terre et le regarda. « Vous pensez vraiment ça ?»« Oui. » Elle recommença à couper, mais maintenant, il y avait un petit sourire sur ses lèvres. Ils cuisinèrent ensemble, dans un silence confortable. Quand le déjeuner fut prêt, ils s'assirent à la grande table de la cuisine et mangèrent. Ce n'était pas formel, il n'y avait pas de cérémonie. C'étaient juste 2 êtres humains partageant un repas. « Merci, » dit Hélène après un moment. « De quoi ? » « De me traiter comme une personne, pas comme un fardeau, pas comme une chose. » Henri la regarda. « Vous n'avez jamais été un fardeau, Hélène, et vous ne le serez jamais. » Ses yeux brillèrent, mais elle ne pleura pas, se contenta d'acquiescer et de continuer à manger. Cet après-midi-là,
Tandis qu'Henri travaillait sur les livres de comptabilité du domaine dans la bibliothèque, Hélène explora la maison, marcha dans les couloirs silencieux, observa les portraits sur les murs, passa les doigts sur les rideaux lourds, s'arrêta devant un grand portrait dans le salon. C'était une femme magnifique, aux cheveux blonds attachés en un chignon élégant, robe bleue, sourire doux. Clarisse. Hélène resta là, regardant la femme qu'Henri avait aimée. Elle ne ressentit pas de jalousie. Elle ressentit du respect et une profonde tristesse pour quelqu'un qu'elle n'avait jamais connu. Elle était belle, dit Henri derrière elle. Hélène ne sursauta pas, se contenta de continuer à regarder le portrait. Elle l'était et semblait gentille. Elle était très gentille, très généreuse. Vous devez beaucoup lui manquer. Elle me manque tous les jours. Hélène se tourna vers lui. Je suis désolé. Henri haussa les épaules. La vie est ainsi. On perd. Et puis on apprend à vivre avec la perte, ou on essaie. Y parvenez-vous? Il la regarda. Vraiment. Et pour la première fois depuis des années, il répondit avec honnêteté. Je commence à essayer de nouveau. Hélène comprit ce qu'il ne disait pas, et son cœur se serra. Les jours se transformèrent en semaines. Mais devint juin, et le froid de la campagne bourguignonne s'intensifia réellement. Les matins s'éveillaient avec la rosée couvrant les vignobles, et le brouillard tardait à se dissiper. À l'intérieur du manoir Saint-Antoine, cependant, il y avait une chaleur différente. Ce n'était pas la chaleur du feu dans la cheminée, bien qu'il y eût du feu. C'était la chaleur de deux personnes qui, petit à petit, apprenaient à se faire confiance. Hélène ne restait plus enfermée dans la chambre. Pendant la journée, tandis qu'Henri s'occupait des affaires du domaine, elle nettoyait la maison, cuisinait, organisait. Il tenta de protester, de dire qu'elle n'avait pas besoin de faire tout cela, mais elle insista. « Cela me fait du bien d'avoir quelque chose à faire, » dit-elle. « Cela me fait me sentir moins inutile. » Henri ne discuta plus. Le soir, il s'asseyait à la bibliothèque. Parfois, il conversait de petites choses, du temps, des livres qu'il lisait, de souvenirs d'enfance qui ne faisaient pas si mal. D'autres fois, il restait simplement silencieux, chacun perdu dans ses propres pensées, mais réconforté par la présence de l'autre. Ce fut l'une de ces nuits qu'Henri parla enfin de Clarisse. « Nous nous sommes rencontrés lors d'une fête à Vichy, » commença-t-il, regardant le feu dans la cheminée. « J'avais 28 ans, elle, 24. Ce fut le coup de foudre, du moins pour moi. » Hélène écoutait en silence, sans l'interrompre. « Nous nous sommes mariés 6 mois plus tard. Ce furent 5 années heureuses, très heureuses. Et puis elle est tombée enceinte. » Sa voix vacilla. « Elle était si heureuse, moi aussi. Nous avions choisi un nom, préparé la chambre, acheté des petites robes. Tout était parfait, jusqu'à ce que cela ne le soit plus. » Il ferma les yeux. L'accouchement fut difficile, très difficile. Le médecin a dit que c'était normal, que ça passerait, mais ce ne fut pas le cas. Elle a trop saigné. Le bébé n'a pas survécu et elle est devenue trop faible. Elle est morte 3 jours plus tard. Hélène sentit les larmes brûler ses yeux. Henri. Il ouvrit les yeux et la regarda. Je n'ai pas pu la sauver. Je n'ai pas pu sauver ni l'un ni l'autre. Et depuis lors, j'ai abandonné l'idée de vivre. J'existais seulement. Je me réveillais, mangeais, dormais, mais je ne vivais pas. « Et maintenant ?» demanda Hélène d'une voix douce. Henri la fixa. « Maintenant, je ne sais pas, mais je sens que quelque chose a changé. » Leurs yeux se rencontrèrent, et pour un instant, le monde s'arrêta. Mais alors Henri détourna le regard et se leva. « Il est tard, vous devriez vous reposer. » Hélène acquiesça, bien qu'elle ne voulût pas partir. Elle se leva aussi et se dirigea vers l'escalier. Mais avant de monter, elle se retourna. « Merci de me faire confiance. » Henri se contenta de hocher la tête. Elle monta les escaliers et il resta seul dans la bibliothèque, regardant le feu, sentant quelque chose en lui commencer à décongeler. Le lendemain, tandis qu'Henri était dans les vignobles, supervisant le travail de quelques ouvriers agricoles, Hélène décida de ranger la bibliothèque. Elle dépoussiérait les étagères quand elle trouva une boîte en bois
caché derrière les livres. Elle l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur, il y avait des lettres, beaucoup de lettres, toutes écrites de la main de Clarisse. Hélène hésita, sachant qu'elle ne devrait pas lire. Mais la curiosité fut plus forte. Elle en prit une et la lut. « Mon cher Henri, aujourd'hui je me suis réveillé en pensant à vous. C'est amusant comme, même étant à vos côtés toutes les nuits, vous me manquez encore pendant la journée. Vous êtes mon soleil, mon havre de paix, mon foyer. Je vous aime plus que les mots ne peuvent le dire. Votre Clarisse. » Hélène sentit sa poitrine se serrer. Clarisse aimait Henri profondément et il l'aimait aussi. C'était beau et douloureux. Elle remit la lettre, ferma la boîte et la plaça là où elle était. Il n'était pas juste de lire plus. Mais maintenant, elle comprenait mieux. Elle comprenait la douleur d'Henri. Elle comprenait pourquoi il s'était refermé si longtemps et comprenait aussi qu'il commençait à s'ouvrir de nouveau à elle. Et cela l'effrayait car elle aussi commençait à ressentir quelque chose qu'elle ne devait pas ressentir. C'était un après-midi gris de juin lorsque le colonel Auguste Bernard revint. Cette fois, il n'était pas seul. Il amena 6 hommes armés, tous montés sur des chevaux imposants. Ils montèrent la colline en formation comme s'ils partaient à la guerre. Henri les vit arriver de la fenêtre de la bibliothèque. Son sang se glaça. « Hélène !» appela-t-il, montant rapidement les escaliers. « Le colonel est revenu avec plus d'hommes. Vous devez vous cacher. » Son visage pâlit. « Où ?» Henri pensa rapidement. « La cave a une trappe dans le garde-manger de la cuisine. Personne ne sait qu'elle existe. Allons-y. » Ils descendirent en courant. Henri ouvrit la trappe qui était recouverte par un vieux tapis. En dessous, il y avait une échelle en bois menant à une cave sombre et humide. « Descendez. Ne faites pas de bruit. Ne sortez pas avant que je vous appelle. » Hélène hésita. « Et s'il vous fait du mal ?»« Il ne le fera pas. Je ne le permettrai pas. » Elle descendit. Henri ferma la trappe et la recouvrit du tapis. Puis il alla à la porte d'entrée et attendit. Les coups furent forts et agressifs. Henri ouvrit la porte. Le colonel Auguste était là, avec ce faux sourire aux lèvres. « Bon après-midi, baron. Je suis de retour. »« Je vois cela. Puis-je entrer ?»« Non. » Le sourire du colonel disparut. « Écoutez, baron, je ne veux pas de problèmes avec vous. Mais cette jeune femme est à moi. Elle a disparu de ma propriété et je suis certain qu'elle est ici. Et qu'est-ce qui vous rend si sûr? Parce que j'ai enquêté. J'ai posé des questions par-ci par-là, et on m'a dit que monsieur vit seul, mais que ces derniers jours, on l'a vu acheter trop de nourriture pour une seule personne, et que votre femme de ménage a commenté avoir entendu des pas à l'étage, alors qu'il ne devrait y avoir personne. Henri sentit la colère monter en lui, mais garda sa voix calme. Votre informatrice se trompe. Alors, vous ne vous opposerez pas à ce que je jette un œil à l'intérieur de la maison. Si, c'est ma propriété et vous n'avez pas l'autorisation d'entrer. Le colonel fit un pas en avant, intimidant. Je peux obtenir une autorisation du gendarme, du juge. J'ai de l'influence, baron, bien plus que vous, peut-être. Mais jusqu'à ce que j'obtienne cette autorisation, ma maison reste ma maison, et je n'autorise pas votre entrée. Le colonel grinça des dents. Vous protégez une fugitive. C'est un crime. Seulement si elle était ici. Ce qui n'est pas le cas. Alors vous ne vous opposerez pas à ce que je mette mes hommes à surveiller votre propriété jour et nuit jusqu'à ce qu'elle apparaisse. Henri serra les poings, mais garda son sang-froid. Faites ce que vous jugez nécessaire, mais n'envahissez pas ma propriété. Le colonel sourit de nouveau, mais cette fois, c'était un sourire de pure menace. Vous le regretterez, baron. Vous le regretterez amèrement. Il tourna le dos et monta à cheval. Il fit un signe aux hommes et ils se dispersèrent autour du manoir, montant la garde. Henri ferma la porte et respira profondément. Cela devenait dangereux, très dangereux. Il alla au garde-manger et ouvrit la trappe. « Hélène, vous pouvez monter. » Elle monta en tremblant. « J'ai tout entendu, il n'abandonnera pas. »« Je sais. » Henri la tint par les épaules. « Mais moi non plus, je n'abandonnerai pas.
Vous êtes en sécurité ici, je vous le promets. Et s'il obtient cette fameuse autorisation, alors nous devrons trouver une autre solution. Laquelle? Henri ne répondit pas car il ne savait pas. Les jours qui suivirent furent les plus difficiles qu'Henri avait affrontés depuis la mort de Clarisse. Le manoir redevint silencieux, mais cette fois le silence était différent, il était vide. C'était de la pure solitude. Il se réveillait tous les matins, espérant entendre ses pas dans la cuisine, espérant la voir assise à la fenêtre en train de lire, espérant l'odeur du café qu'elle préparait, mais il n'y avait rien, juste le vide. Les hommes du colonel continuèrent de monter la garde pendant une semaine de plus, et puis, quand ils réalisèrent que rien ne se passerait, ils s'en allèrent. Le colonel apparut une dernière fois, furieux. « Elle s'est enfuie, n'est-ce pas ?» l'accusa-t-il. « Je ne sais pas de quoi vous parlez. Vous l'avez aidée à s'enfuir, prouvez-le. » Le colonel grogna, mais il n'avait pas de preuves, et sans preuves, il ne pouvait rien faire. « Cela ne restera pas ainsi, baron. Je la trouverai, et quand je la trouverai, je m'assurerai qu'elle paie pour m'avoir déshonoré. » « Si un jour vous la trouvez, dit Henri d'une voix glaciale, vous devrez d'abord passer sur mon corps. » Le colonel eut un sourire cruel. « Croyez bien que ce serait un plaisir. » Et il s'en alla. Henri resta seul, plus seul que jamais. Les jours devinrent des semaines. Juin devint juillet. L'hiver s'installa pour de bon, et Henri retrouva sa routine d'antan. Se lever, s'occuper du domaine, lire la nuit, mal dormir. Mais maintenant, il y avait une différence. Maintenant, quelqu'un lui manquait, et cela faisait plus mal que la solitude qu'il connaissait déjà. Madame Amélie venait travailler comme toujours. Un jour, elle apporta des nouvelles. « La jeune femme est bien arrivée à Paris. Elle m'a envoyé un message par l'intermédiaire d'une cousine qui vit là-bas. » Henri sentit un immense soulagement. « Elle va bien ?»« Oui. Elle a trouvé un emploi dans une famille. Elle y vit en sécurité. »« Merci, Madame Amélie, pour tout. »« De rien, Monsieur le baron. J'ai fait ce qui était juste. » Henri acquiesça, mais savoir qu'Hélène allait bien ne comblait pas le vide qu'elle avait laissé. 3 mois plus tard, en septembre, Henri reçut une lettre. Il n'y avait pas d'expéditeur, mais il reconnut immédiatement l'écriture. C'était d'Hélène. Ses mains tremblèrent en l'ouvrant. « Cher Henri, j'espère que cette lettre vous trouvera bien. Je ne sais pas si je devrais écrire, mais je ne peux pas rester sans vous donner de mes nouvelles. Je suis à Paris, comme Madame Amélie a dû vous le dire. J'ai trouvé un emploi dans une bonne maison. La famille est gentille, elle me traite bien, mais vous me manquez tous les jours. À chaque aube, je pense à vous. Je me demande si vous mangez correctement, si vous dormez, si vous lisez encore toutes les nuits à la bibliothèque. Je sais que je n'ai pas le droit de ressentir ce que je ressens. Vous m'avez sauvé, protégé, et je devrais être seulement reconnaissante, mais je n'y arrive pas, parce que ce que je ressens va au-delà de la gratitude. Je vous aime, Henri. Je sais que c'est mal. Je sais que vous aimez encore Clarisse et tout va bien. Je n'attends pas que vous ressentiez la même chose. J'avais juste besoin de vous le dire, parce que garder cela en moi me tuait. Si vous ne voulez pas répondre, je comprendrai. Et si vous voulez que je n'écrive plus jamais, dites-le-moi simplement. Mais sachez que, où que je sois, une partie de moi sera toujours avec vous, avec tout mon amour, Hélène. » Henri lut la lettre 3 fois. Puis il s'assit dans le fauteuil de la bibliothèque et pleura. Il pleura parce qu'elle était loin. Il pleura parce qu'elle lui manquait aussi. Il pleura parce qu'elle avait dit ce qu'il n'avait pas eu le courage de s'avouer. Il l'aimait aussi, et cela l'effrayait car il s'était promis de ne plus jamais aimer, de ne plus jamais se permettre de ressentir cette douleur. Mais le cœur n'obéit pas aux promesses. Il prit papier et plume et commença à écrire. « Chère Hélène, votre lettre m'est parvenue aujourd'hui et m'a fait réaliser quelque chose que je me refusais à voir depuis des mois. Je vous aime aussi. Je ne sais pas quand cela a commencé. Peut-être cette première nuit où vous êtes descendu à la bibliothèque et où nous sommes restés assis en silence. Peut-être quand vous m'avez demandé pourquoi je faisais cela.
Peut-être quand vous avez cuisiné avec moi pour la première fois, je ne sais pas, je sais seulement que maintenant, sans vous, cette maison est redevenue un tombeau, et je ne veux plus vivre ainsi. J'aime toujours Clarisse, je l'aimerai toujours. Mais cela ne signifie pas que je ne peux pas vous aimer aussi. Le cœur a de la place pour plus d'un amour, et le mien a de la place pour vous. Rentrez à la maison, Hélène, s'il vous plaît, rentrez à la maison. Je vous attends avec tout mon amour, Henri. Il envoya la lettre le lendemain, et puis il attendit. 2 semaines plus tard, un matin de soleil pâle et de vent glacial, Henri entendit le bruit d'une charrette montant la colline. Il était sur la véranda, buvant son café, quand il la vit. C'était Madame Amélie, et à ses côtés, sur le banc de la charrette, se trouvait Hélène. Son cœur s'arrêta. Elle descendit de la charrette avant même qu'elle ne s'arrête complètement. Elle courut comme si sa vie en dépendait, et Henri courut aussi. Ils se rencontrèrent au milieu du chemin, et il la prit dans ses bras, et la fit tournoyer dans l'air, riant et pleurant en même temps. « Vous êtes revenu ?»« Oui, je suis revenu. Vous ne repartirez plus ?»« Plus jamais. » Ils se regardèrent. Et puis, finalement, Henri fit ce qu'il désirait faire depuis des mois. Il l'embrassa, et ce fut comme si le monde entier se remettait en ordre. Madame Amélie de la Charrette sourit et hocha la tête. « Dieu merci » murmura-t-elle et s'en alla, les laissant tous deux seuls. Hélène ne revint pas comme une invitée, elle revint comme maîtresse de maison, comme compagne, comme la femme qu'Henri aimait. Ils ne se marièrent pas immédiatement. Ils savaient que la ville allait en parler, que les gens allaient juger, mais ils ne s'en souciaient pas. Ils vivaient. Simplement, ils vivaient. Hélène s'occupait de la maison, cuisinait, plantait des fleurs dans le jardin qui était mort depuis des années. Henri travaillait dans les vignobles, riait davantage, souriait davantage. Le soir, il s'asseyait à la bibliothèque comme avant, mais maintenant elle s'asseyait sur ses genoux et il l'embrassait entre 2 pages. Un jour, elle dit « Croyez-vous que Clarisse serait en colère contre moi ?» Henri la regarda, surpris. « Pourquoi ?»« Parce que je suis ici à sa place. » Henri tint son visage entre ses mains. « Vous n'êtes pas à sa place, Hélène. Vous êtes à votre propre place. Et Clarisse, je crois qu'elle serait heureuse parce qu'elle m'aimait, et qui aime veut voir la personne heureuse, même si c'est avec quelqu'un d'autre. » Hélène sourit, les yeux pleins de larmes. « J'aime penser ainsi. » Alors pensez-y. Et ils s'embrassèrent de nouveau. 6 mois plus tard, ils se marièrent. Ce fut une cérémonie simple à l'église de Beaune-les-Prés. Peu de monde était présent. Madame Amélie et Jeanne étaient là, quelques ouvriers du domaine et personne d'autre. Mais pour eux, c'était parfait, car ils n'avaient pas besoin d'approbation, pas besoin d'une grande fête, ils n'avaient besoin que l'un de l'autre, et ils l'avaient. La vie suivait son cours tranquille, au manoir Saint-Antoine. Hélène et Henri construisaient une routine qui mélangeait travail et amour, des petits déjeuners préparés à 4 mains et des soirées à la bibliothèque, où ils conversaient maintenant de tout. Sur le domaine, sur leurs projets futurs, sur des rêves qui semblaient auparavant impossibles, mais la paix ne dure jamais éternellement. C'était un après-midi d'octobre, lorsque le colonel Auguste Bernard apparut de nouveau, cette fois seul. Il arriva monté sur un cheval noir, sans homme de main, sans menace visible, mais la menace était dans ses yeux. Henri le vit par la fenêtre et sortit à sa rencontre avant qu'il n'arrive à la maison. Il ne voulait pas qu'Hélène le voie. « Que voulez-vous » demanda Henri sans cérémonie. Le colonel descendit de cheval avec des mouvements calculés. « Je viens faire une proposition. Je ne suis pas intéressé. Vous ne savez même pas de quoi il s'agit. Peu importe. La réponse est non. » Le colonel sourit, mais c'était un sourire froid. « Je sais qu'elle est ici, baron. Je sais que vous vous êtes marié. On en a parlé en ville. Madame Amélie n'est pas aussi discrète qu'elle le pense. » Henri serra les poings. « Et alors ? C'est que techniquement elle m'est encore promise. Son père a signé un contrat. Elle s'est enfuie avant de le remplir. De tels contrats ne valent rien. Si, ils valent devant la loi, devant l'Église et devant la société. » Henri fit un pas en avant.
Dites tout de suite ce que vous êtes venu dire. Le colonel croisa les bras. Je peux détruire votre vie, baron. Je peux répandre que vous avez enlevé une fiancée promise, que vous avez usé de votre position pour la manipuler. Je peux faire en sorte que tout le monde dans cette ville vous tourne le dos. Et pourquoi ne l'avez-vous pas encore fait? Parce que je veux vous donner une chance. Donnez-moi 20 000 francs. Je considérerai la dette de son père comme réglée et je n'apparaîtrai plus jamais ici. Henri le regarda avec mépris. Vous voulez me faire chanter. Appelez cela comme vous voulez, c'est la proposition. Et si je n'accepte pas? Le colonel s'approcha, baissant la voix. Alors je reviendrai avec des avocats, avec un juge, avec un gendarme, et je la sortirai d'ici de force et vous ne pourrez rien faire. Henri sentit la colère monter, mais avant qu'il ne puisse répondre, il entendit la voix d'Hélène derrière lui. Ne lui donnez rien, Henri. Il se retourna. Hélène était sur la véranda, pâle mais ferme. Hélène rentrait. Non. Elle descendit les marches et alla jusqu'à lui. Elle fixa le colonel sans peur. « Je ne suis pas votre propriété. Je ne l'ai jamais été et je ne le serai jamais. » Le colonel rit. Mais c'était un rire sans humour. Quel beau petit discours! Mais cela ne change rien au fait que vous me devez et je vais réclamer. Je ne vous dois rien, dit Hélène. Mon père a signé ce contrat sans mon consentement. Je ne vous dois aucune explication. La loi dit que vous devez. Alors changez la loi, rétorqua-t-elle, parce que je ne reviendrai pas. Et si vous essayez de me prendre de force, vous devrez me tuer avant. Le colonel la regarda avec un mélange de colère et de surprise. Il n'attendait pas cette réaction. Henri se positionna devant Hélène. « Vous l'avez entendu? Maintenant, quittez ma propriété et ne revenez plus. » Le colonel les regarda tous les deux, puis monta à cheval. « Ce n'est pas fini, dit-il. Vous le regretterez. » Et il partit. Henri se tourna vers Hélène, inquiet. « Vous n'auriez pas dû venir. Et vous laisser affronter cela seul? Jamais. » Il l'embrassa fort. Il va tenir sa menace. Je sais, mais nous allons y faire face ensemble. Et ils y firent face. 2 semaines plus tard, le colonel tint sa menace. Il apparut avec un avocat, des documents et une ordonnance judiciaire pour qu'Hélène lui soit remise, se basant sur le contrat signé par son père. Henri ne recula pas. Il engagea le meilleur avocat qu'il put trouver à Clermont-Ferrand, un homme nommé maître Auguste Moreau, connu pour défendre les causes difficiles. L'affaire fut portée devant le tribunal de Beaune-les-Prés. La ville entière fut en émoi. C'était le scandale de l'année. D'un côté, le colonel Auguste Bernard, homme riche et influent. De l'autre, le baron Henri Dupont-Dubois, veuf reclus, qui s'était marié avec une fugitive. Le procès eut lieu un froid matin de novembre. Le tribunal était bondé. Des gens de toute la région étaient revenus assister. Hélène était aux côtés d'Henri, vêtue simplement, mais dignement. Il tenait fermement sa main. L'avocat du colonel argua que le contrat était valide, que la famille d'Hélène avait accepté la dot, qu'elle avait l'obligation de le remplir. Maître Moreau argua qu'Hélène était majeure, qu'elle avait le droit de choisir avec qui se marier, qu'aucun contrat ne pouvait forcer une personne à se marier contre sa volonté. Le juge, un homme âgé, au regard fatigué, écouta tout en silence. Puis il demanda à parler à Hélène. « Mademoiselle, ou plutôt, Madame Hélène, dit-il, qu'avez-vous à dire à propos de tout cela ?» Hélène se leva. Sa voix trembla au début, mais devint ensuite ferme. « Je ne suis pas un objet, votre honneur. Je ne suis pas du bétail qui peut être négocié. Je suis une personne et j'ai le droit de choisir ma propre vie. Mon père a eu tort de me promettre sans mon consentement et j'ai choisi de fuir parce que je savais que si je restais, je serais malheureuse ou morte. » Le tribunal resta silencieux. « Le colonel dit que vous l'avez déshonoré, » continua le juge. « Ce n'était pas mon intention de déshonorer qui que ce soit, je voulais juste être libre. » Le juge la regarda un long moment, puis regarda le colonel, puis Henri. « La décision sera rendue dans 3 jours. » Et ainsi s'acheva.
Les 3 jours furent les plus longs de la vie d'Hélène et Henri. Ils dormirent à peine, mangèrent à peine, restèrent ensemble tout le temps, se soutenant. « Et s'il décide en faveur du colonel ?» demanda Hélène une nuit. « Il ne décidera pas. Mais et s'il décide ?» Henri la regarda dans les yeux. « Alors nous fuirons loin, là où personne ne nous trouvera. » « Vous feriez cela? Vous laisseriez tout derrière vous? »« Pour vous? Oui. » Elle pleura et l'embrassa. Le 3e jour, ils retournèrent au tribunal. Le juge lut la sentence. Après avoir soigneusement analysé les arguments des 2 parties, j'ai décidé que le contrat signé par le père de Madame Hélène n'a pas de validité juridique, étant donné qu'elle n'y a pas consenti. De plus, elle est majeure et a le droit de choisir avec qui elle désire se marier. Par conséquent, je rejette la demande du colonel Auguste Bernard. Le mariage entre Madame Hélène et le baron Henri Dupont-Dubois est légitime et valide. Le tribunal explosa en murmures. Hélène et Henri s'embrassèrent, pleurant de soulagement. Le colonel se leva furieux et sortit en claquant la porte. Ils avaient gagné, mais la victoire avait un prix. Le colonel, humilié et furieux, commença une campagne silencieuse contre Henri et Hélène. Il répandit des rumeurs dans la ville. Il dit qu'Hélène était une prostituée, qu'Henri l'avait achetée, que le mariage était une farce. Beaucoup de gens y crurent, leur tournèrent le dos, cessèrent de faire des affaires avec Henri, de les saluer dans la rue, mais certains ne crurent pas. Madame Amélie, qui continuait de travailler au manoir, défendait le couple chaque fois qu'elle entendait quelque chose, Jeanne aussi, et peu à peu, d'autres personnes commencèrent à voir la vérité, car Hélène ne se cachait pas. Elle marchait en ville la tête haute, aidait les pauvres, visitait les malades, travaillait à l'église. Et Henri continuait d'être l'homme juste et honorable qu'il avait toujours été. Peu à peu, les rumeurs perdirent de leur force et la vérité prévalut. Le colonel, voyant que sa vengeance ne fonctionnait pas, abandonna finalement. Il vendit ses terres et quitta Beaune-les-Prés, et ne revint plus jamais. Les années passèrent. Henri et Hélène vécurent ensemble, heureux au manoir Saint-Antoine. Ils eurent 2 enfants, un garçon nommé Pierre et une fille nommée Clarisse, en hommage à la première femme d'Henri. Hélène n'eut jamais de jalousie, au contraire. Elle aimait que sa fille porte ce nom, car elle comprenait que l'amour ne diminue pas lorsqu'il est partagé. Il grandit. Le manoir redevint un foyer. Les enfants couraient dans les couloirs en riant, les jardins fleurirent de nouveau, la musique revint à résonner, et Henri, et qui pensait ne plus jamais être heureux, découvrit qu'il était possible de recommencer. Une nuit, de nombreuses années plus tard, lui et Hélène étaient assis sur la véranda, regardant le coucher de soleil sur les vignobles. « Regrettez-vous quelque chose ?» demanda-t-elle. « De quoi ? De m'avoir aidé, d'avoir affronté tout cela. » Henri la regarda et sourit. « Pas un seul instant. Même avec tout ce que nous avons traversé, surtout à cause de tout ce que nous avons traversé, parce que chaque difficulté nous a rendus plus forts, chaque bataille nous a unis davantage. » Hélène posa sa tête sur son épaule. « Je vous aime. Je vous aime aussi. » Et ils restèrent là ensemble, regardant le soleil se coucher. 2 survivants, 2 cœurs qui se sont trouvés quand ils en avaient le plus besoin. 2 âmes qui, contre toute attente, ont retrouvé le chemin de leur foyer. Hélène avait 63 ans lorsqu'elle écrivit ses mémoires. Henri venait d'avoir 80 ans. Leurs enfants étaient déjà adultes, avec leur propre vie. Les petits-enfants couraient dans le manoir, qui était de nouveau plein de vie. Elle écrivait à la main, avec la même calligraphie délicate que toujours. Voici l'histoire de comment un baron veuf m'a trouvé blessé devant son manoir et a décidé de s'occuper de moi en secret. Mais c'est aussi l'histoire de comment 2 cœurs brisés se sont soignés l'un l'autre, de comment l'amour peut naître dans les endroits les plus improbables, et de comment parfois ce qui semble être la fin n'est que le début. Si vous lisez ceci, qui que vous soyez, sachez que peu importe à quel point la nuit est sombre, il y a toujours une lumière quelque part.
Parfois, cette lumière est une personne, et parfois cette personne apparaît exactement quand vous en avez le plus besoin. Henri m'a sauvé, mais je l'ai aussi sauvé. Parce que l'amour n'est pas une voie à sens unique, c'est une route que l'on construit ensemble, pierre par pierre, jour après jour, et nous avons construit la nôtre, et elle nous a menés à la maison. Hélène ferma le carnet et regarda par la fenêtre. Henri était dans le jardin jouant avec les petits-enfants. Il leva les yeux, la vit à la fenêtre et lui fit un signe de la main. Elle lui rendit son salut, souriante, et réalisa que de toutes les histoires qu'elle aurait pu vivre, celle-ci était la meilleure de toutes, parce qu'elle était réelle, elle était la sienne, et c'était de l'amour. Et ceci, cher ami, est l'histoire du baron Henri et de la jeune Hélène. Une histoire de courage, de nouveaux départs, et d'un amour qui a vaincu tous les obstacles. Si cette histoire a touché votre cœur d'une manière ou d'une autre, laissez en commentaire ce que vous avez le plus apprécié. Était-ce le courage d'Hélène, la protection d'Henri, ou la fin heureuse que nous méritons tous? Et si vous voulez continuer à entendre des histoires comme celle-ci, d'amour véritable, de lutte réelle et de fin qui réchauffe le cœur, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche, car tout comme Henri et Hélène, nous méritons tous de trouver notre propre histoire d'amour, et qui sait, elle est peut-être plus proche que vous ne l'imaginez. Merci de m'avoir accompagné jusqu'ici. À la prochaine histoire.